Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de promouvoir l'échange et la réflexion autour de l'ergothérapie afin de s'enrichir ensemble sur notre pratique. Tous les mois, des ergothérapeutes sont invités à échanger et débattre autour d'un thème spécifique. Vous pouvez écouter ce podcast sur YouTube et sur la page Facebook Occupe ton ergo. Pour chaque publication, vous trouverez en description des articles et des références sur le sujet abordé. Si vous souhaitez participer à la discussion, vous êtes invité à rejoindre le groupe Facebook où après chaque publication, nous discutons ensemble et avec bienveillance de ce qui a été évoqué. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute, et je vous présente ce podcast. Le thème d'aujourd'hui est la formation en ergothérapie, que ce soit la formation continue ou bien la reprise d'études. Pour discuter de ce sujet, nous avons 3 ergothérapeutes présentes. Natacha Legros, ergothérapeute en EHPAD à Saint-Pierre à La Réunion, Éline Lacombe qui est en libéral près de Toulouse et Margot Guyon, ergothérapeute qui effectue un service volontaire en Grèce. Toutes les 3 sont diplômées de 2019. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la formation continue, mais aussi de la reprise de formation. Donc, il faut bien séparer les deux. Donc, d'un côté, il y a le fait de reprendre ses études vers un master, un DU, et la formation continue. Donc là, où c'est une obligation pour les professionnels de santé, c'est dans le cadre du DPC, donc le développement professionnel continu. Donc il y a des organismes de formation qui proposent des formations pour les professionnels de santé, et ces formations, elles doivent être répertoriées dans la liste du DPC qui peut être qui est nationale et parfois aussi régionale. Donc de l'autre côté, il y a les masters et DU où vous pouvez trouver sur le site de la NFE beaucoup d'informations sur les masters disponibles pour les ergothérapeutes. Donc on va faire rapidement un tour de table pour chacune d'entre vous pour savoir ce que pour vous ça vous évoque la formation dans le domaine de l'ergothérapie. Donc moi déjà, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la formation continue obligatoire, par rapport à ce qu'on peut avoir quand on est salarié, notamment le cumul, de crédits pour se former. Mais moi, je vois plus en fait le côté formation continue. En gros, non obligatoire, ça va être soi-même de son côté. On va chercher peut-être des DU en fait en formation à distance pour compléter son parcours parce que on se rend compte que on a envie d'affiner telle ou telle compétence ou de se spécialiser dans un domaine. Moi, moi c'est comme ça en fait que j'envisage la formation, en tout cas pour ma part. La reprise d'études, c'est bon pour moi, j'ai assez donné. Étant donné que j'ai été diplômée un peu plus tard que sur un parcours classique direction ergo directement post-bac. Donc ouais, par contre, c'est vrai que des formations de DU, après je sais pas ce qui existe exactement et c'est vrai que je m'interroge aussi sur comment est-ce qu'on peut se renseigner sur comment compléter son parcours et pour être un professionnel, je trouve un peu plus spécialisé, un peu plus affiné dans sa branche. Moi, si tu veux, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Natacha, le parcours d'ergo est tellement large qu'au final, on connaît beaucoup de choses, mais on n'est pas vraiment spécialisé dans beaucoup de choses. Et du coup, quand on arrive sur nos premiers postes, il nous manque je trouve qu'il nous manque des billes et qu'on a besoin vraiment d'être formé, de se spécialiser au final là où on est dans nos services. Et du coup, la formation continue, je la vois aussi on arrive dans un service, si on compte y rester quelques mois, voire quelques années, essayer un peu de se spécialiser dans le domaine sur aussi des techniques de rééducation, de réadaptation liées à ce domaine. Et du coup, je le vois vraiment plus sur affiner un petit peu là où on est en train d'exercer, si ça nous plaît, et pour être plus pertinent sur le terrain au final. Et en libéral, du coup, je suis en libéral, on n'a pas cette contrainte-là où on nous impose une formation ou une autre. Et du coup, c'est à nous aussi d'être responsables de choisir un peu les formations qui sont adaptées à notre pratique. Et en libéral, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut choisir des formations avec une orientation pour laquelle on voudrait se spécialiser. Si on veut plus se spécialiser sur les jeunes enfants, si on veut plutôt les troubles neurosensoriels, plutôt le graphisme, enfin des choses comme ça, et donner un peu plus. Je trouve la formation continue permet de donner une certaine couleur à notre pratique en ergothérapie, quoi.
Et par rapport à ça, justement, en libéral, est-ce qu'il y a des fonds qui sont destinés à vous aider vers cette formation, ou est-ce que c'est quand on est en libéral, c'est directement de sa poche? Non, on a une aide qui est le FIFPL, où on Oui, c'est a le ça. droit à 900 euros par an. Et après, par contre, il faut des formations qui sont reconnues par le FIFPL. Au D'accord. début de ma pratique, j'avais fait une formation pour la compensation informatique et pour le coup, elle était pas reconnue par le FIFPL, donc j'avais pas eu d'aide à ce niveau-là. Mais il y a tout un tas de formations, notamment celles de la NFE, qui sont reconnues par le FIFPL et pour lesquelles tu peux faire la demande et tu as le droit à 900 euros par an. D'accord. Absolument. J'aimerais ajouter un truc dont on parle pas souvent au niveau de la formation, mais c'est la formation non formelle. C'est et informelle, c'est quand on arrive dans un service ou dans un cabinet d'ergothérapeute libéral, c'est pouvoir justement se former en discutant avec ses collègues, en ayant cette curiosité de poser des questions et finalement même cette peut-être vulnérabilité, de dire que oui, on n'a pas cette ces connaissances approfondies qu'ils ont pu avoir eux par leur expérience et simplement d'échanger avec eux, je trouve que ça fait aussi une grande partie de notre formation. C'est également participer à des réunions d'ergothérapeutes, faire des tables rondes comme là on fait aujourd'hui, euh, participer à des congrès. Et je parle pas dans le congrès vraiment des euh, des speeches qui peuvent être faits pendant le congrès, mais plutôt des moments informels où justement on rencontre ces ergothérapeutes et on peut discuter de ce qui vient de se passer, de ce qui s'est dit, etc. La difficulté de ces formations, c'est qu'elles sont difficilement reconnaissables et reconnues. Ouais. Et alors pour trouver un moyen de reconnaître ça, je sais pas comment ça pourrait être possible. Mais pour moi, c'est tellement riche tous ces échanges que ça fait partie de la formation. Donc finalement, la formation continue, elle est, euh, on va la chercher un peu de toutes les manières que ce soit. Et je sais même pas si on a besoin finalement de faire reconnaître, comme tu dis, cette formation informelle, parce que après c'est quelque chose c'est le côté personnel du professionnel entre guillemets, où tu te construis toi aussi en tant que professionnel et tu vas grappiller auprès de tes collègues de travail, de tes collègues ergo ou pluripro. Et, euh, et finalement, c'est ce qui fait après ta personnalité et ta pratique, mais on n'a pas forcément besoin, je pense, de vraiment de reconnaissance quand on se forme de cette manière-là. Enfin, c'est un complément, je pense, une partie du puzzle de notre formation. Je, Mais ça peut être enfin, je important pense. de le faire reconnaître, par exemple, si lors, lors d'une demande d'emploi ou lors d'un entretien, euh, par exemple, mon service que je suis en train de faire en ce moment, c'est purement de l'éducation non formelle et j'apprends énormément de choses. Mais, euh, mais concrètement, j'ai rien à la fin, j'ai pas de diplôme, et j'ai juste, c'est à moi de faire la démarche de dire, bon, ben voilà, pendant cette année, ce que j'ai fait et ce que j'en ai appris pour pouvoir le faire reconnaître dans mon CV et que ça soit pas compté comme une année blanche ou une année vide. Alors qu'au contraire, elle a été remplie d'informations et d'enrichissement personnel. Bien sûr, mais à la fin, tu auras peut-être quand même une attestation, ou le marquer sur ton CV pour dire voilà, j'ai fait ça. Et oui, effectivement, après, c'est à toi de creuser les compétences de valoriser les compétences Peut-être que tu que, peut-être que Margot, tu peux juste dire rapidement toi ce que tu fais en fait durant ce service civique. Oui, alors c'est pas un service civique, c'est un service volontaire. C'est un peu différent. D'accord. C'est financé par l'Union européenne. Et donc je suis en Grèce, à Athènes, pendant un an. Et je travaille dans une école pour déficients visuels. Je travaille pas en tant qu'ergothérapeute, mais pour autant j'utilise énormément de compétences ergo dans ma vie quotidienne avec les jeunes euh, qui sont présents sur place. Et, euh, et
je suis aussi en contact avec les ergothérapeutes du centre, du coup, qui travaillent pour le coup. Et c'est pour ça aussi que je parle de tous ces moments d'échange que j'ai pu avoir avec eux et qui font également partie de mon apprentissage finalement. D'accord. Et du coup, toi, après, quand tu vas revenir en France, je sais pas si tu comptes travailler en tant qu'ergo, mais imaginons, tu as énormément appris dans le domaine de la déficience visuelle. Est-ce que ton souhait, ce serait justement de te spécialiser dans ce domaine parce que justement, on trouve qu'on a un bagage et que voilà, on est un peu expert de ce qu'on fait, ou est-ce que tu aimerais élargir tes compétences parce que c'est un côté attirant, parce qu'on découvre d'autres choses? C'est souvent partagé en fait entre les deux, être expert, mais à la fois découvrir d'autres choses. Moi, je suis plus dans le découvrir d'autres choses, découvrir d'autres opportunités et en apprendre de plus en plus. Ce que j'aime bien dans notre profession, c'est que justement, on puisse passer d'un domaine à l'autre assez facilement et qu'en fait, on a juste besoin de cette volonté de creuser un peu et d'en apprendre davantage sur le domaine où on travaille actuellement. Pour moi, voilà, c'est ce qui est le plus intéressant dans le métier d'ergo, c'est justement cette diversité qu'on peut avoir. Qui est à la fois hyper enrichissante, stimulante et à la fois très déstabilisante. Parce que ça peut être difficile justement par le fait que, comme disait Eline au début, on survole tout, donc on connaît tout, mais en même temps on est spécialisé dans rien. Et ça peut être effrayant justement quand on a un manque, on va dire, quand on ressent un manque peut-être au niveau de la formation complémentaire continue. Ça peut faire peur. Et du coup, toi, Eline, toi qui as direct après le diplôme débuté dans le libéral, est-ce que tu avais déjà fait des stages avant? Comment, au niveau de la formation, tu t'es sentie prête? Alors du coup, non, effectivement, le libéral, c'était tout nouveau pour moi. J'avais pas du tout fait de stage là-dedans. Ça a été un petit peu... enfin, ça s'est fait, mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à travailler en libéral après le diplôme. Au final, ce qui m'a permis de me lancer dedans, c'est que j'ai travaillé en collaboration et les titulaires du cabinet nous avaient dès le départ dit qu'elles nous formeraient à l'activité en libéral. Du coup, en fait, ça rejoint un peu ce que disait Margot. C'est au travers d'une formation finalement informelle que j'ai pu apprendre le métier au travers de l'expérience des 2 ergothérapeutes du cabinet qui nous ont donné des outils, des méthodes, on a fait pas mal de séances au début en doublon, en binôme, ce qui a permis d'apprendre à utiliser les outils, même si certains on les avait connus en théorie, mais ça a permis de faire le lien entre ce qu'on avait vu en théorie en cours et vraiment sur le terrain, aller pratiquer ces outils au final. Donc ça a pas mal aidé. Elle nous orientait du coup vers cette formation avec apprendre à trouver des outils pour la compensation informatique. Et du coup, ça nous a fait vraiment, avec mon autre collègue qui débutait, fait faire un bond au niveau de la visibilité qu'on avait et l'organisation qu'on avait pour faire des prises en charge. Mais c'est vrai qu'après, j'ai beaucoup appris aussi en lisant sur des articles sur Internet, regarder aussi des vidéos de prise en charge par des ergothérapeutes qui partageaient leurs expériences, un petit peu des forums aussi sur Internet où les ergothérapeutes partageaient leurs outils, répondaient à des questions. Donc en fait, c'est vraiment par des recherches aussi, par moi-même que j'ai pu développer aussi un peu plus cette pratique en libéral, quoi. Donc voilà, il n'y a pas que Josiane 45 ans, j'imagine. Ah oui, voilà, par exemple, voilà. Bah pour le coup, effectivement. Et ah oui, c'est vrai que je me suis inscrite à sa formation en ligne, mais pareil, qui n'est pas reconnue spécialement par le FIFPL ou autre chose, mais qui donne pas mal d'outils pratiques, c'est clair. En fait, on a reçu pas mal d'informations sur Internet, avec justement ces accès maintenant aux articles scientifiques, avec ces forums, avec ce groupe d'ergo sur Facebook où on peut également interagir facilement. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt simple si on veut creuser sur un sujet, d'avoir accès aux informations. Il faut chercher un petit peu et c'est sûr que
que Internet est vaste et qu'on peut s'y perdre et pas forcément retomber sur des informations valables et vraiment essayer d'avoir un regard critique dessus. Mais on a quand même cette chance d'avoir cet outil à notre disposition. Et justement, moi ici, quand je recherche des informations également pour me former, quand on faisait le mémoire, quand on cherchait des articles scientifiques, des fois on se disait oh, mais on va loin, mais au final c'est maintenant que je vois l'impact que ça a eu d'avoir cette rigueur de chercher des informations qui sont validées scientifiquement, parce qu'au final, personnellement je cherche à me baser beaucoup sur des choses comme ça, parce qu'on voit vraiment après la valeur de ce qu'on fait. Ah oui, c'est important ça. C'est pas toujours facile de faire la différence. Mais oui, heureusement qu'on a eu un peu un accompagnement sur là-dessus. Oui, et le mémoire, il nous a aussi, dans ce cadre-là, obligés à lire des articles scientifiques en anglais et du coup de s'ouvrir à finalement aussi toutes ces connaissances en anglais qui se trouvent dans les articles scientifiques ou ailleurs, dans des congrès mondiaux ou européens. Et aussi de s'ouvrir et de pas rester centré sur la pratique francophone, mais sur tout ce que peuvent nous apporter les pratiques autour du monde. C'est ça aussi qui enrichit nos connaissances. C'est clair. Ouais, absolument. Et du coup, vous, est-ce que vous pensez plus tard à faire la formation plus sur du DU, du master? Je sais que toi, Natacha, t'en as parlé un petit peu au début, de reprendre sur un DU. Oui, je trouve que ça peut être intéressant. Après, quand j'aurais trouvé peut-être un domaine où j'ai envie d'approfondir et où il y aura une stabilité derrière, parce que c'est vrai que pour le moment, au niveau de ma situation, il n'y a rien de très stable et donc je vais pas forcément continuer à bosser en EHPAD tout le temps, mais je pense que je suis encore à la recherche de ce que j'ai envie, mais j'envisage vraiment la formation, un DU ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui m'attire, qui m'interpelle. Et toi, Éline? Ça rejoint un peu ce que dit Natacha. C'est vrai que peut-être que je me spécialiserai quand j'aurai un domaine vraiment à cœur. Pour l'instant, je suis en train de découvrir le libéral, la pédiatrie. Et donc, je sais pas encore vraiment si je vais rester dans ce domaine. Donc là, pour me projeter sur un DU, je sais pas. Après, ça serait plus de me spécialiser un peu plus avec des formations du type de la NFE. Pour avoir des outils complémentaires et expérimenter davantage et de façon un peu plus solide l'expérience en libéral. Et puis ça serait plutôt à court terme ou une méthodologie dans l'accompagnement des troubles 10 ou du TDAH, enfin des trucs un peu plus spécifiques, parce que là, même si je pars avec l'expérience de mes titulaires, je sens que j'ai quand même encore besoin d'avoir un petit peu plus de méthodologie dans mes suivis et aussi mieux comprendre peut-être comment accompagner certains troubles, parce que je pense que ça vient aussi d'une mauvaise compréhension encore du trouble. Donc je sens que j'ai encore des choses à approfondir dans ce domaine-là. Après, est-ce que vraiment je vais me spécialiser dedans? Je sais pas, mais au moins avoir des outils supplémentaires, et je pense qu'il y a certaines formations de la NFE qui peuvent répondre à ça. Margot? Mon côté, je suis plus orientée vers la formation non formelle avec la participation à des congrès, à des assises où c'est basé sur l'échange. Après, si je vais partir sur un master ou un DU, ce serait en formation continue, oui, mais en pouvant continuer à travailler en même temps. Je ne vois pas pour le moment arrêter totalement une pratique ergo pour me replonger à 100% dans un master ou dans un DU. Mais si ça peut être combiné avec une semaine, ça serait un jour par mois ou
un jour par semaine où tu puisses avoir une pratique en même temps. Ça pourrait être super intéressant, ouais. C'est vrai que ce que tu dis, c'est un aspect qu'on n'a pas forcément abordé, mais quand on dit reprendre ses études, bah, c'est vrai que parfois c'est à plein temps, des fois c'est quelques jours, ou parfois c'est même en ligne, et à chaque fois ça a un impact différent, en fonction si on reprend ses études juste après le diplôme d'ergo, ou si on attend quelques années d'expérience. Il y a quand même beaucoup de choses à considérer sur les modalités, en fait. Et toi, Marine, tu as des projets de formation complémentaire, continue, reprise d'études ou autre? Oui, moi je m'oriente, je pense aussi plus vers le DU ou le master, mais c'est vrai que je considère beaucoup le fait de continuer à travailler en même temps parce que c'est aussi la pratique qui te fait réfléchir sur ce que tu es en train d'apprendre forcément en formation. Donc éventuellement avoir une pratique qui a un lien avec la formation que je suis en train de faire, mais tout ça, bah, c'est un peu comme vous, c'est au fur et à mesure des expériences qu'on va voir dans quel domaine on veut s'orienter. Et après, il y a cette dernière question qu'on peut aborder, c'est est-ce que c'est mieux du coup, enfin il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais de faire peu de temps après le diplôme, ou vraiment attendre. Des fois, on a rencontré nous, même dans notre promotion, des personnes où c'était une reconversion professionnelle. Oui. Du coup, c'est quoi la question? C'est du coup, c'est juste voilà, c'est il y a des avantages à reprendre directement après et des inconvénients à reprendre après ou attendre. Mais je sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça, mais Je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, notamment avec Eline, quand on disait, quand on aura approfondi un peu notre pratique et qu'on saura un peu plus vers quoi on tend en termes d'affinité et de spécialisation. Je trouve que justement pratiquer, ça nous permet d'affiner un peu ça, un peu ce qui nous plaît, un peu la pratique vers laquelle on veut aller pour pouvoir justement se lancer dans une formation qui va être pas parfaitement, mais qui va être le plus possible dirigée vers ça. C'était clair. Ouais, de mon côté, je pense que le bon moment pour entamer une formation, c'est le moment où on est motivé. Peu importe que ce soit juste après qu'on ait fini nos études ou que ce soit 5-10 ans après ou que ce soit quand on arrive tout juste dans un nouveau domaine qu'on ne connaît pas et qui nous attire. À partir du moment où on est motivé et où on entame cette formation avec plaisir et de notre plein gré et que ce soit pas quelque chose qui soit imposé, ça sera de ce moment-là où on pourra en tirer le maximum de bénéfices. Absolument. Et je valide ce que tu dis. Et pour compléter Margot, je pense aussi cette motivation, elle vient aussi si on est honnête professionnellement, on va sentir à un moment un besoin de formation par rapport à un domaine ou à un autre ou par un nouveau boulot. Et si on a cette honnêteté professionnelle, le besoin de formation, la mise en place d'une formation va se faire aussi à ce moment-là. Par conscience professionnelle. Voilà, c'est ça. Par conscience professionnelle également, quoi. Si on a à cœur d'avoir une pratique qui soit fondée et organisée. Et voilà, quoi. Et à jour aussi, hein. Ouais. Et à jour, ouais. On n'en a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai que dans les domaines dans lesquels on travaille, dans le milieu paramédical, social, tout ça, il y a des choses qui évoluent, qui peuvent évoluer rapidement, et c'est vrai que si on a envie d'être en accord avec ça, on a plutôt intérêt à se former et à se tenir au courant aussi, quoi. Ouais, et pour rebondir, Natacha, je pense qu'aussi un moyen de se former, de garder un œil sur l'évolution de notre profession qui évolue, qui est toujours en mouvement, c'est aussi d'accueillir des stagiaires et de poser des questions aux stagiaires, que ce soit pas que dans un seul sens finalement, et que le maître de stage finalement on apprenne presque autant que le stagiaire lui-même sur la formation qu'il est en train de faire et sur les différences que ça a pu avoir avec la formation que le maître de stage a eue et en discuter. Et c'est
c'est beau comme échange, je trouve, entre un maître de stage et Ouais. un stagiaire. Ouais. Ouais, il y a un ami ergo qui pratique déjà depuis, je sais plus, 2 ou 3 ans, qui me disait avoir un stagiaire, c'est se former une seconde fois et se former une fois de plus à chaque fois qu'on a un nouveau stagiaire. Donc, Et aussi, Très belle parole. j'ai eu une stagiaire il n'y a pas très longtemps, et sur une semaine simplement, mais du coup, le fait d'expliquer les choses, pourquoi on fait les choses, au final, on est obligé de se reposer les questions. Des fois, on fait des choses par automatisme, et du coup, de se reposer les questions, pourquoi je fais ça, comment je vais lui expliquer, et du coup, à remettre en question un petit peu, ben, au final, je fais ça, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon? Et le stagiaire aussi, oui, comme tu disais, Margot, peut proposer des choses. Et du coup, on se dit, ah oui, c'est vrai, pourquoi je ne ferais pas aussi comme ça? Et à réévaluer un petit peu toute notre façon de faire, nos acquis, les prérequis qui sont un peu inconscients au final qu'on automatise, mais en fait, à remettre en question toutes les choses qu'on fait de façon automatique, quoi. Puis finalement, la formation continue, c'est aussi être ouvert, quoi, tout le temps. Et pas rester campé sur ses positions et être ouvert au changement et à la mise à jour. Absolument. Bah, très bien. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ça. Moi, je voudrais te remercier pour nous avoir accueillis ici toutes les 4 et avoir proposé ce moment d'échange. Oui. Merci beaucoup. Très instructif. Ouais, c'est vrai. Continuons à discuter entre ergots, c'est très enrichissant. Un grand merci à Natacha, Margot et Eline pour avoir partagé leur opinion et leur expérience. Merci à tous ceux qui ont écouté et ceux qui souhaitent réagir à ce qui a été évoqué. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Occupe ton ergo. Merci et à bientôt.